Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on attaque la partie 2 du jour 16 du Advent of Code 2020. Donc dans cette deuxième partie, comme prévu, on va devoir déterminer quel type de valeur correspond à quelle colonne. Donc par exemple, dans notre petit exemple ici, la première position c'est row, la deuxième position c'est class et la troisième position c'est site. Voilà. Donc on doit déterminer ça par rapport aux vérifications qui sont possibles. Donc le problème, ça va être de faire un test pour ça, parce qu'il ne nous donne pas. Après, il faut qu'on multiplie toutes les valeurs departure, et donc la partie 2 va pas vraiment être testable. Mais on pourrait déterminer que classe qu'on obtient bien un hashmap qui correspond à classe 2, row 1, etc. Donc on peut essayer de faire un petit test là-dessus et avoir une sous-fonction. Qu'est-ce que je veux faire d'autre? Heu, je crois que c'est tout. Il va falloir créer un petit test et faire du refactor. Donc je vais créer un tout petit test ici sur mon 20091. Hop, dans mon test, assert équivalent 20091 de part 1 de row input. Donc ça devrait passer. Si je relance, hop, ici, mes tests, cargo test bin, ok, donc ça passe. Ensuite, une fois que ceci est passé, on va pouvoir faire un petit refactor. Donc l'idée, c'est de créer d'abord une structure euh, double range. Je pense que je vais créer une structure double range où je vais mettre les deux choses ici. Ensuite, je vais créer une autre structure qui va s'appeler, comment on va l'appeler cette deuxième structure? On va s'appeler, je sais pas, l'input ou ouais, data, enfin, on peut l'appeler un peu n'importe comment, où on va voir les différentes valeurs. Donc on va avoir un premier, ça va être les types, les value types. Je ne sais pas comment ils les appellent dans l'énoncé. Est-ce qu'il y a un terme qu'ils utilisent? Fields. Ils appellent ça des fields. On va appeler ça des fields. Donc les fields, c'est quoi? C'est un hashmap qu'on va importer d'une string. Est-ce que je mets une string ou un str? Je vais mettre un static str ici, vers un double range. Voilà. Ensuite, on va voir mon ticket à moi, donc my ticket. C'est un vec de U64. D'ailleurs, je sais combien il y a de valeurs exactement. Hmm. Le problème, c'est que j'aurais bien aimé avoir un type qui me permet de savoir, d'avoir vraiment un tableau de ces valeurs-là, mais c'est pas très grave. Ok, on va voir my tickets et on va voir nearby tickets, qui va être un vec de U64. Ok, value type, on va l'enlever, très bien. Et ici, on va pouvoir créer notre nouveau champ data. Donc, on aura une fonction data from row input qui va prendre un row input qui est un static str qui va nous renvoyer un data. Ok, donc tout ça, on va pouvoir le copier-coller. Et à la fin, on va retourner data de quelque chose. Voilà, et ici, on va avoir un let data est égal à data from row input. Hop, comme ça, de row input. Voilà. Donc ça me permet de refactor un petit peu et de pouvoir réutiliser ça dans les deux parties. Donc la première chose, ça ne va rien changer. Ici, value type, je voudrais plutôt créer un hashmap. Je ne sais pas si je peux créer un hashmap depuis hashmap Rust. Déjà, il faut que je l'importe ici. Use std collections de hashmap. Ok, donc si je regarde la documentation, comment on peut créer un hashmap depuis un. Est-ce qu'on peut pas créer un hashmap depuis un vecteur ouais, voilà. Ici, on peut faire iter clone collect. On peut collect depuis un vecteur de comment dire, de tuple. Ok, donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va retourner le tuple. Donc on va retourner name, virgule, double range de ça. Hop. Donc ça, c'est notre tuple et on va faire un collect dans un hashmap de static str vers double range. Voilà. Donc là, on va pouvoir faire un collect, je pense. On va voir si ça fonctionne, mais donc data, on va dire que fields de point est égal à fields. Juste, ça, on va renommer ça fields. Ce sera plus simple. Ensuite, on a myTicket, donc ça va être pour l'instant un vecteur vide, on ne va pas s'embêter. Et le deuxième, ça va être nearby tickets. Voilà. Est-ce que déjà ça compile? Je pense pas. Regardez.
Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Expecting one of virgule. Ah oui, donc ici, il faut que je mette my ticket. Deux points. Nearby tickets. Ok, donc là, après, ici, on doit faire data.nearby tickets. Et value type, c'est data.valueTypes. Data.fields plutôt. D'ailleurs, on va renommer ça field. Et donc l'idée, c'est de faire, comment on fait un for each là-dessus? For Viking Health. Donc on va voir, ici on va voir name, virgule, ranges. Et du coup, à la place de field, ici, ça va être ranges. Je crois que c'est tout. Et le name, on n'est pas obligé de l'utiliser. Est-ce que ça recompile? Oui, ça compile. Ok, nickel. Donc on n'utilise pas MyTicket, c'est un peu normal. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc on va créer MyTicket pour l'instant. Donc ici, quand on fait, on récupère cette valeur-là, ça va être MyTicket est égal à ça, .lines.skip one.next.unwrap. C'est un peu bizarre, mais en gros, je enlève la première ligne et je récupère la deuxième. Ensuite, je vais faire un .trim, .split par la virgule, et ensuite .map. Donc j'obtiens un digit que je vais faire digit.parse.unwrap. Voilà, donc ça s'écrit facilement, mais effectivement, ça peut être un peu compliqué à lire pour quand on n'a pas l'habitude. Mais normalement, cette chaîne de pas mal de choses me donne le bon résultat. Et donc ici, à la place de faire 2.vec, rien du tout, on peut faire juste comme ça. Ouais, donc ça compile. Donc c'est assez long. En gros, la part next.unwrap, ça va nous donner cette partie-là, donc ces deux lignes-là. Ensuite, on va faire .lines pour les récupérer ligne par ligne. Ensuite, on fait .skip one pour enlever la première ligne dont on s'en fiche. Ensuite, on fait un .next pour récupérer du coup la deuxième ligne. Le unwrap, c'est pour la deuxième ligne ne peut ne pas exister. Ensuite, on fait un .trim pour enlever les espaces ici. Donc, on se retrouve avec la ligne ici. Ensuite, on fait un split par la virgule. Donc, on se retrouve avec un vecteur de 7, 1, 14. 7, 1, 14, c'est chacun des chaînes de caractères. Donc, on map un parse pour dire je veux chacune des chiffres, je veux les parser dans un autre chiffre. Et ensuite, je fais un collect pour récupérer mon vecteur à la fin. Voilà. Ensuite, donc une fois que ceci est fait, qu'on a refactor un petit peu notre élément, on va faire notre part to. Et c'est là où les choses sérieuses vont commencer parce que je ne sais pas trop comment je vais faire mon système. Donc on va avoir mon part to qui prend toujours un row input static str qui me renvoie un U64. Et l'idée, c'est que je vais avoir un compute. J'aimerais bien avoir un hash map des différentes valeurs. Donc on va avoir un test partout. Assert équivalent. Et donc il faut que je crée un hash map. Alors on va créer un petit hash map ici. On va faire let expected est égal à hashmap new. On va dire que c'est un mutable. On va faire expected.insert. Je crois que c'est insert. Hein. Ouais, insert. Et donc là, on va insert quoi? Pour notre test qui est ici, on va insert. Alors on a dit, il faut revenir sur l'énoncé. Et on a dit que le premier chiffre. Alors, le première colonne. The first position must be row. Donc on va dire que 0, c'est row. Alors je ne sais pas si je le fais dans ce sens-là ou si je le fais dans l'autre sens. Je pense que je vais plutôt le faire dans l'autre sens. Donc je vais dire que row est en position 0. Ensuite, je vais dire que classe est en position 1 et site est en position 2. Je pense que c'est ça. Classe en seconde position et site en troisième position. Ok, donc c'est 0, 1, 2 parce que c'est des index et donc du coup je fais moins 1. Ensuite, je vais faire que expected ici est équivalent à compute partout de mon input qui est celui-là. On ne va pas changer l'input. Voilà. Et donc on va avoir une fonction. Donc cette fonction partout, elle va nous renvoyer rien pour l'instant. Et donc on va avoir une fonction compute partout qui prend un row input et qui va nous renvoyer un hash map de
static str virgule usize. Je pense qu'on peut faire des usize partout à place des U64, comme ça ça nous prendra moins la tête. Des fois on a des problèmes de configuration et puis vu que c'est la même chose sur ma machine. Ok. Et pour l'instant on va faire un hmap new. Voilà. Ici on va retourner juste un hmap new. Et normalement ça devrait échouer. On va voir. Cargo test. On n'a pas mis que c'était un test. Toujours tester que ça échoue bien. Voilà, donc là ça échoue, il nous dit que les deux ne sont pas équivalents, donc c'est parfait. Ok, donc maintenant on va récupérer nos données. On va faire let data est égal à data from raw input. Et à partir des data, on va devoir récupérer un peu les mêmes, on va faire un peu le même système. Alors déjà, il faut qu'on exclue toute cette partie-là. Donc on va peut-être avoir une petite fonction ici, isTicketValid, qui va nous renvoyer un booléen. isTicketValid, c'est la question, donc on a un ticket nearby ticket, ça prend en paramètre un nearby ticket qui est un vecteur de U64. Et ce qu'on va faire, c'est ça. Donc si on parcourt for value in nearby ticket, là je peux prendre en référence. Donc for value in nearby ticket, je récupère, il me va falloir les data aussi. Donc data.field, donc je récupère chacun des fields, if range contains, etc. Continue loop. Donc si il y en a une qui match, je continue. Ça veut dire que c'est bon. Ici, s'il n'y en a aucun qui match, fait return false. isTicket valide. Le problème, c'est que on ne va pas pouvoir l'utiliser ici. On va pas pouvoir l'utiliser ici, mais bon, c'est pas très très grave. C'est pas très très grave, je pense, parce qu'on return false et on ne sait pas quelle valeur ne matche pas. Get invalid value pour un ticket. Donc ça va nous donner un somme de U64. Je peux le faire comme ça, je pense. On va tester comme ça. Donc là, je vais faire un return de somme value, ici. C'est-à-dire que cette value-là, elle ne matche pas. Et ici, je peux faire un return de none. On n'a aucune chose. Et donc ici, quand j'ai nearby ticket, je peux faire if let sum invalid value est égal à get invalid value de data nearby ticket. Donc si on a quelque chose, je fais result plus égal value. Et je crois que ça fait la même chose. Hop. Donc on get invalid value pour un nearby ticket. Alors ça fait la même chose uniquement s'il n'y a qu'une seule valeur invalide par ticket. S'il y a plusieurs valeurs invalides par ticket, ça ne va pas fonctionner. On va juste tester ça. Result. Donc ouais, normalement ça devrait me donner la même chose. On va voir si ça compile déjà. Alors c'est pas somme, le type c'est option. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Result plus value. Où est-ce que je fais un result de plus value? Là, c'est invalid value. Ok. Return sum de value expected 64 found in 64. Ok, donc là, il faut le déréférencer. C'est pas un problème. Expected usize found U64. Alors, j'ai encore des U64 qui se baladent. On va remettre des usize. Data.nearby tickets. Nearby tickets in data.nearby tickets. Ok, donc le test part one passe toujours. Parfait. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on peut faire une fonction fn is valid ticket qui prend en paramètre un data nearby ticket d'un vecteur de usize
et qui me renvoie un booléen. C'est juste une petite fonction pour m'aider. Donc cette fonction-là, ça va être get invalid value de data nearby ticket is sum. Voilà. Je pense que ça me fait ce que je veux. Bon, c'est juste une toute petite fonction. Ensuite, on aura une compute partout. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir tous les tickets. On va d'abord récupérer tous les tickets. Nearby tickets. On va dire que c'est un mut de nearby tickets. Je n'ai même pas besoin de mut, je pense, qui est un vecteur de usize. Et dans ce ticket-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire data.nearbytickets.filter. Et on va faire que ceux qui sont, là c'est isNone plutôt, si c'est isValid. Et donc on va faire filter isValid ticket. Est-ce que ça fonctionne déjà? Est-ce que ça compile? Filter, nearby ticket.iter.filter. Ok, ici il faut que je fasse un point collect à la fin pour récupérer mon vecteur. C'est un vec de usize d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Expected functions that take one argument. Ah oui, je peux pas le faire comme ça. Donc là, ça va être plutôt nearby ticket et je lui passe et je lui réponds is valid ticket de data nearby ticket. Je sais pas si ça a passé. Cannot value vec de usize. Nearby ticket, c'est un vec. J'ai une référence qui s'est glissée, quand même itérateur de item vec de usize. Ça m'étonne. C'est étonnant que j'ai une référence qui s'est glissée quelque part là. J'ai envie de le déréférencer, mais je pense pas que ça va fonctionner. Nearby ticket. Non. Donc ça fonctionne pas comme je le pensais. Pourquoi ici, quand on fait un iter, je pense que c'est un problème avec iter, mais iter Rust, comment on peut récupérer un itérator? Into iter, ouais, c'est into iter là que je veux. Mais je sais pas si ça va compiler non plus. Ouais, on peut pas réutiliser. Du coup, si je fais un into iter, je peux pas réutiliser mon truc. Et si je fais un iter de vec de usize, si je fais collect par un vec de usize. Ok, donc ça fonctionne. Ok. Ensuite, donc une fois qu'on a tous les tickets, là, ça nous donne tous les tickets qui sont valides. Donc on va pouvoir les for each. On va faire for nearby ticket in nearby tickets. Je pense qu'on va devoir faire une loop quelque part. On va avoir un hmap new. Donc mon result, ça va être result est égal à hmap new. Ici, on va retourner result. Donc ça va être un mut. Et donc pour chacun des tickets, on va match. Pour chacun des tickets, on va vérifier s'il n'y a pas une des valeurs qui peut être que pour un seul type. Donc qui peut être que pour un seul type. Donc comment on va faire ça? On va faire un for for, comment on peut dire, for field in data.fields. On va parcourir chacun des champs. Et on va dire si ça match pour une seule des valeurs. Donc là, on va faire let mut matching égale true, égale false. Par défaut, on match rien du tout. Par défaut, on n'a pas matché. Ok, donc là, si on match un field, donc là, j'ai un for each. Donc pour chacune des valeurs dans ce nearby pour chacune des valeurs dans ce nearby ticket, point enumerate, je dirais.
que j'aimerais bien voir aussi l'index. Ça, je ne sais pas du tout si ça a compilé non plus. Donc pour chacune des valeurs dans ce ticket, je vais parcourir chacun des fields. Je vais dire la même chose, ce truc-là. D'ailleurs, ce for each là. Cette fois-ci, le name, on va en avoir besoin. Donc data field matching est égal à none, parce qu'on va garder le name. On va regarder le name. OK, donc ça c'est bon. If data in data fields, on peut faire une référence, ça. Ça mange pas de pain, je pense, les références. Ensuite, donc on parcourt chacun des fields possibles. On va dire si on match, déjà. Donc ça va être la même chose ici. Donc si on match, on va dire qu'on a matching égale somme de name. Donc on a matché sur tel field. Donc par exemple, on a matché sur classe, ou sur row, ou sur site. If let sum égale matching. Mais si on avait déjà match quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, on sort de notre boucle et on va checker une autre valeur. Donc là, c'est for values. Donc là, on va faire continue values. Donc ça veut dire que si cette valeur-là, elle match plusieurs types, et bien dans ce cas-là, on sort et on va tester une autre valeur. Si on n'avait pas encore matché quelque chose, et ben, on va dire qu'on a matché quelque chose. Voilà. Et donc si on arrive ici, on va faire notre boucle. Ensuite, une fois qu'on a parcouru tous les fields, si on arrive ici, if let sum name est égal à matching. Donc si on a matché qu'un seul, parce que si on en a matché un deuxième, on est sorti, on a fait un continued values, donc on n'arrivera jamais ici. Donc si on en a matché un, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a trouvé notre index de notre name. Donc là, on va faire result.insert name et l'index. Donc ça, c'est une première étape. Deuxième étape, c'est quand on match les names, je ne veux pas m'intéresser, ici, je ne veux pas m'intéresser à si le name est déjà présent. Donc if result.contains name, je crois que c'est une référence ici qu'il faut que je mette, mais je ne suis pas sûr. Donc si result contains le name, dans ce cas-là, je continue cette valeur-là. Je teste un autre field. Et ça, on va faire une loop autour de tout ça, jusqu'à... Quand est-ce qu'on sort de la loop? On sort de la loop if result.len est égal à data.fields.length. Donc si on a autant de résultats, si on a trouvé tout, et ben là on peut break. Donc il y a de fortes chances pour que ça fasse une boucle infinie, mais on va voir. Alors déjà ça ne compile pas. Expected str, found str. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Match result hmap new. Donc là, insert. Alors, on a deux différents trucs. Method not found pour vect usize. Enumerate. Ok, donc enumerate, moi je vais faire un iter.enumerate. Contains n'existe pas. Donc là, je vais peut-être mettre un. J'ai l'impression qu'il est un peu perdu sur ce que c'est. Donc ça, c'est un match de static str vers un usize. Ok, et on n'a pas de fonction contains. Pourquoi on n'a pas de fonction contains? Pourtant, il me semblait, si je reviens sur ST Collections, remove contains key. Ok, effectivement, c'est pas contain, c'est contains key. Ok, donc in nearby tickets. For nearby tickets, in nearby tickets. Donc ça, c'est quelle ligne qu'on a l'erreur? 104. 104, 104, 104. Ok, donc ici, ce que je peux faire, c'est que je vais prendre en référence. Je pense que déjà, ça l'aidera. Ok. Donc là, on a peut-être une boucle infinie.
Là, on a peut-être une boucle infinie. Ce que je vais faire, c'est peut-être afficher au début de la boucle. Ce que je peux faire, c'est que je peux faire let mut length previous length est égal à results.length. Ça me donne le nombre de trucs que j'ai trouvé. Et à la fin de la boucle, je vais dire que if result.length est égal à previous length, ça veut dire qu'on n'a pas avancé. Donc forcément, si on refait la boucle, eh ben, on ne va pas avancer. Donc là, je peux break. Donc c'est une condition qui est un peu plus facile. Et là, je vais faire un dbg de result. Value moved here, ok. Donc là, il faut que je le mette en référence. Ok, donc j'ai rien trouvé. Donc j'ai rien trouvé, donc on va pouvoir faire un petit peu de debug un peu plus en détail. Ok, donc où est-ce qu'on peut debug if range 1 contains value? Alors ce qu'on peut faire déjà, c'est faire pour chacune des valeurs. Alors on va déjà afficher le nearby ticket. Donc on va faire un dbg de nearby ticket. Ensuite ici on va faire un dbg de value. Et ensuite on va faire un dbg de value et peut-être de matching d'ailleurs. Voir ce que ça donne. Alors, au début, on arrive à 7, 3, 47. Donc 7, 3, ça match row. Et 47, ça match aussi row. Alors, si on regarde l'exemple, pourquoi 7, 3, 47? Alors, based on nearby... Ah, c'est pas le bon test. Pas le bon test. Je pense qu'ils ont changé l'exemple. Test partout. Oui, ils ont changé l'exemple. Ah, ok. Je me disais, c'était bizarre. Alors, unwrap at none. Qu'est-ce qu'on a eu comme erreur? Unwrap at none, ligne 35. Là, c'est dans le parsing, ça qui m'étonne. Dans le parsing, split or. Ah oui, c'est ce truc-là. C'est le problème des indentations. Ok. Ok. Donc là, on devrait avoir des choses un peu plus en détail. Donc, on commence par 3, 9, 18. Donc le truc, c'est que based on the nearby tickets, the first position must be row. Donc 3, 9, 18. Le 3, il peut match plusieurs choses. Donc le 3, normalement, il match plusieurs choses. On ne voit pas très bien avec ça. Le matching, on va le mettre, quand est-ce qu'on match? C'est ici qu'on match. Donc ici, on va faire match, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire name ici. On va voir ce que ça donne. Ok. Donc la valeur 3, elle match row et site. Donc ça me paraît correct. 9, elle match que row. Et 18, elle match que row. Alors on va vérifier que c'est bon. Alors 9, elle match... 9, ça match que row. Et non, ça match aussi normalement classe. Et ça match normalement site aussi. Alors pourquoi la valeur 9, elle match que row? Et la valeur 18, elle match que row. La valeur 18 qui match que row, c'est faux aussi. Normalement, elle est censée matcher les 3 aussi. Alors là, on a un petit souci. If range 1 contains value, or range 2 contains value. Qu'est-ce qu'on pourrait dbg ici? Range 1. Ça me paraît bizarre. Donc, si on revient tout en haut. Donc, le 3, ça false, false les deux, donc c'est bon. True, false, ok. Et le 9, false, true. Name, class. Ah oui, parce qu'après, on continue. Au deuxième, on continue. Ok.
Au deuxième, on continue, donc on ne rentre pas dans le, on ne fait pas le tous, on les fait pas tous. Je pense que c'est ça la solution. Ok, et à la fin, du coup, moi ce que j'aimerais bien faire, c'est aussi faire un DBG. Normalement, au premier tour de boucle, 3 ça marche n'importe quoi, 9 ça marche n'importe quoi, 18 ça marche n'importe quoi, ok, donc 15 ça match, 15 ça en match 2 au moins, 1 ça en match plusieurs aussi, 5 ça en match plusieurs aussi, 5 ça en match plusieurs, 14 ça en match, est-ce que 14 ça match plusieurs? Oui, et 9, 0,1, 0,5, 0,13, 9 ça match que sit. Non, 9 ça match aussi ici. Alors ça que je comprends pas, parce que pour moi, il n'y en a aucun déjà de base qui match, que un seul chiffre. Il faudrait que ça soit un 13 par exemple. Un 13 ça matcherait... Non, 13 ça peut matcher ça et ça. 14, 15, 16, 19 ça match les deux. Alors ça c'est étonnant. Based on the nearby tickets, on the first solution must be rows in this class. Je comprends pas parce que j'en vois pas 11, 12, 13. Alors mon ticket, est-ce que mon ticket compte? Ça peut être aussi une solution. C'est que si mon ticket il match, enfin c'est grâce à mon ticket qu'on arrive, mais ils disent based on the nearby tickets. Donc j'ai l'impression que ça montre que c'est que ces trois lignes-là qui sont intéressantes à étudier. Donc 3, 9, 18. On recommence. 3, 9, 18. Le 3, ça peut être ça et ça. Donc non. Le 9, ça peut être ça ou ça. Donc non. Le 18, ça peut être ça, ça ou ça. Ok, donc 15, ça peut être ça, ça. Donc c'est pas bon. Le 1, ça peut être ça. Ça peut pas être ça, ça peut être ça ou ça. Le 5, ça peut être ça ou ça. Le 5, ça peut être ça ou ça. Ok, le 14, ça peut être... Le 14, ça peut être soit ça, soit ça. Est-ce que je ne me suis pas trompé sur... Est-ce que je me suis pas trompé sur les positions? Alors, lire l'énoncé, parce que des fois, je passe du temps sur... for example, rule like 1, 3, 5, 7 dans les ranges 1, 3 ou le range 5 sec inclusif. Donc 3 et 5 are both valid. 4 is not. Alors ça, c'est ça que je comprends pas. J'ai peut-être une erreur du coup sur ce qui est valide ou pas. Can be any value in the range 1, 3 ou 5, 7. Ah oui, non, 4, du coup 4 est pas bon, effectivement. Du coup, je comprends pas avec leur exemple à eux, comment ils arrivent à faire un truc. Parce que 0, 1, ça match 3, 4, 5, jusqu'à 5, 6. Il y a 6 qui pourrait, un 6. Non, 6, ça peut être le 4, 19. Ou ça peut être le 0, 13. Après 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, c'est tout pris. 14, le seul truc qui pourrait matcher, c'est 14, parce qu'on n'est plus dans le 0, 13, on n'est plus dans le 4, 19. Mais 14, 14, ça match ça. Pour moi, il n'y a aucun chiffre qui permette de savoir que ça. Parce qu'ici, il n'y a que 2, 3. Il n'y a que 2 et 3 en fait qui ne matchent pas. La classe, il n'y a que soit 2, soit 3 qui ne peuvent pas matcher. Et après, tout ce qui est au-dessus de 20. Et 2 et 3, c'est forcément dans ces trucs-là. Vous avez une ticket quand on discard this ticket. Donc là, je l'ai fait, j'ai supprimé les tickets qui étaient invalides. Using this valid range for each field, determine what order the field appear on the ticket. The order is consistent between... Ah oui, d'accord, ok. Donc je comprends pourquoi je me suis trompé. J'ai analysé qu'un seul des tickets. J'ai analysé que un ticket par un ticket et une valeur par une valeur. Ok, donc c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est analyser toute une ligne, toute une colonne par toute une colonne.
Ok, donc c'est mon problème et mon problème d'énoncer. Ok. Donc on peut pas le faire valeur par valeur, il faut le faire colonne par colonne. Et ça complexifie quand même vachement les choses. Ok. Donc comment on va faire ça? Donc en fait, il faut que j'analyse 3, 15 et 5. Et si je prends 3, 15 et 5, ils sont forcément dans... Enfin, ça simplifie, on va dire, les choses. On peut dire que ça peut matcher qu'une seule chose. Ok. Donc comment on va faire ça? On va faire que pour chacun des tickets, on va faire un... Alors, le problème, c'est qu'il me faudrait le nombre de tickets. Donc, je vais peut-être le mettre dans le data. Dans le data, je vais peut-être le mettre le nombre de tickets. Number of values, c'est un usize. Et quand on crée notre number of values, ici, je vais faire un nearby number of values est égal à nearby tickets. Point, non, on va prendre la valeur 0, il y en a forcément un, et point length. Voilà. Donc ça va nous donner une information supplémentaire, qui est le nombre de valeurs. Ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire for i, for index in 0, data.nearby number of values. On va parcourir tous les tickets. Mais au lieu de parcourir chacune des valeurs, ici, on va récupérer qu'une seule valeur. On va faire let value est égal à nearby ticket index. Ok, on va pas avoir un matching, on va avoir un matching qui est un H7. Ok, alors l'idée c'est de sélectionner seulement ceux qui... donc, on va quand même faire notre let range ici. Donc on va récupérer tous les data fields et on va voir lequel match. En fait, on va devoir avoir 2 tours de boucle. J'aimerais bien avoir un tour de boucle sur le premier. Le matching, il va être plutôt ici. Pour l'instant, on va dire que c'est none. On va avoir un premier tour de boucle où on initialise le matching et ensuite le deuxième où on va faire quelque chose d'autre. Donc on va faire if let sum matching est égal à matching else. On va faire 2 choses différentes sur le premier tour de boucle et sur le deuxième. Le premier tour de boucle, on va prendre chacun des fields. Donc dans tous les cas, on va prendre la value. Ça, la value, on le fait à chaque fois. OK. Si on est au premier tour de boucle, on va parcourir tous les fields. Ça, on n'a pas besoin. On va dire que si ça contient, dans ce cas-là, on fait matching.insert name. Voilà. Ensuite, si par contre on est dans un tour de boucle autre, là ça va être différent. On va parcourir pas tous les fields, on va faire for name in matching. On va faire let ranges est égal à data.fields.get name .wrap sans doute .ranges. Donc là, on récupère les ranges et on dit que si ça match pas, dans ce cas-là, donc si ça ne contient pas value et que ça ne contient pas l'autre value, dans ce cas-là, on va faire matching.remove name. Et ça, on parcourt pour tous. Ok. À la fin de notre loop, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la fin de cette loop-là. On va dire que if let sum matching est égal à matching. Donc si on a un matching, donc ça veut dire que si on a fait un tour de boucle, donc ça c'est sûr, cette matching-là est sûr. On pourrait d'ailleurs faire un unwrap plutôt. Peut-être faire un unwrap.
sais pas si j'ai le droit de réécrire comme ça une variable en Rust. Donc si let matching unwrap, if matching.length est égal à 1, dans ce cas-là, on a trouvé ce qu'on voulait. Et donc dans ce cas-là, on va faire notre result.insert matching.first. Alors je sais pas si ça existe, matching.first. On va regarder h7 Rust. Est-ce qu'on a une fonction first sur les h7? Je sais pas si ça n'a pas trop de sens d'avoir un first sur. On peut faire un iter. Je pense pas qu'une fonction first. Ouais. Non, il n'y a pas de fonction first. Par contre, on peut faire un iter.next.unwrap pour avoir la première valeur. Vu qu'on sait qu'elle est toute seule. Et ensuite, ici, on va mettre l'index. On doit quand même mettre notre continue, que j'ai supprimé malheureusement. Ici, si on a déjà trouvé, on peut l'enlever. Donc là, on peut dire que if result contains key name, je crois qu'il faut le passer en référence. Dans ce cas-là, continue. Et dans ce cas-là, on continue quoi si on continue cette loupe-là? Ok. Est-ce que ça compile ce truc? Non. Normal. Donc les contains expected use size, find use size, containing borrowing, ok. C'est quelle ligne ça? Mismatch 125. Ligne 125 ici. Je sais pas trop pourquoi il faut borrow ici. Ok, contains key, on peut l'enlever. Et donc là, j'ai fait un point ranges alors que non, il n'y a pas besoin du point ranges. Ok, value ligne 115. On peut les borrow. Matching cannot infer type. Donc matching, qu'est-ce que c'est? Il est où matching? Je ne trouve pas. Matching, c'est un option vers un H7 de static static str. H7 not found. Hop. Alors, matching.insert. Donc là, ligne 127, il n'aime pas trop. Matching.insert. Ah, else, matching est égal à somme. Je vais faire let matching est égal. Comment je peux faire mon compte là? Let matching est égal à h7 new. Il faut que je crée un nouveau h7, que je fasse matching.insert et à la fin que je fasse matching est égal à somme de matching. Expecting h7 found enum. Ouais, donc là je vais faire new matching. New matching, new matching. Okay. Some found str. Alors, expected struct h7 de str. Found struct h7 de str. Donc quand j'insert, sans doute de faire ça. Ok. Donc là, je peux pas le borrow en mutable, donc je vais faire let some mute. Je crois qu'on peut faire un truc comme ça. For name in matching. Je pense que ça, je peux le faire comme ça. On commence à avoir beaucoup d'erreurs. Move occur. Nearby ticket. Nearby ticket. Où est-ce que j'aurais oublié un number of value data field? Alors, mute previous length. Let mute previous length est égal à ça. Ouais, ça d'accord. Ok, on a new matching. Donc là, oui, effectivement, le new matching, il faut qu'il soit en mutable. Ça, on est d'accord. Matching remove name. Ok, donc for name immutable borrow.
Ok, donc là on fait for name matching. Alors le problème c'est que je le supprime en même temps que je le parcours et il aime pas trop. Qu'est-ce qu'il me propose comme erreur? Qu'est-ce qu'il me propose comme solution? Je pourrais créer un new matching à chaque fois pour pas m'embêter. Donc si on a un matching, ce que je peux faire, c'est que je peux faire un let mut new matching est égal à matching.clone. C'est pas très performant, mais je sais pas si on va avoir des problèmes de performance sur cet exercice. Donc new matching, matching.clone. Ensuite, ici je parcours du coup matching, très bien. Et ici je fais new matching remove. Et à la fin de tout ça, je fais matching est égal à new matching. Là, il me propose de faire un ref mut. Je vais suivre bêtement les erreurs. Tuc, tuc, tuc. Ok. For name is not an iterator. Donc si je fais un iter ici. Ok, donc ça avance ces erreurs. Nearby tickets, ligne 55, data fields. Ok, donc là il n'aime pas le value borrow. Ok. Ça c'est un peu con. C'est le genre de truc où je comprends jamais pourquoi il aime pas ce genre de truc. J'essaye des choses. Je sais pas comment faire pour récupérer du coup la longueur ici de nearby ticket. C'est quand même totalement stupide de ne pas pouvoir récupérer la longueur. C'est juste un chiffre. Ce que je veux, c'est juste un chiffre. Donc je le modifie pas, je fais rien du tout avec. Donc c'est là où c'est un peu bizarre. Comment je peux faire pour récupérer la première valeur? C'est là des fois où on a des trucs un peu bizarres en Rust. Avec Rust, est-ce qu'on n'a pas un truc autre que l'opérator? New to slicing, guarantees, implementation. Oh, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme truc? Intuiter, insert, drain, dedupe, clear, slice. On pourrait avoir quelque chose du genre. On n'a pas un get qui me permettrait de récupérer la chose, mais first. Let nearby ticket est égal à nearby tickets.first. Est-ce que juste ça, il apprécierait mieux? Ok, point unwrap ici. Ça, c'est un peu con quand même. Si je fais un clone, est-ce qu'il aime moins? Est-ce qu'il apprécie mieux? Ok, ce qui est complètement stupide de faire un clone juste pour récupérer la longueur. Je vois pas trop pourquoi il m'oblige à faire ça. Des fois, Rust, on comprend trop pourquoi il nous oblige à faire ça. Ok, donc le test est passé. Ok, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à faire la partie simple, on va dire. Donc c'est la partie 2. Dans notre fonction part2, qui est ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire let result est égal à compute part2 de raw input. On va faire un let data est égal à data from raw input de raw input. Alors c'est un peu stupide, on le refait deux fois, mais bon, pas très très grave. On va faire for name index in result. On va parcourir chacun le résultat et on va faire if let. Je sais pas, c'est pas vraiment result là, c'est
sais pas comment on peut appeler ça, fields index. OK, et donc là, on va faire mettre let mut de result est égal à 1. Je crois que c'est une multiplication qu'il faut qu'on fasse, si je me rappelle bien. Si on multiplie les 6 valeurs de départure ensemble. Donc on va dire que if name start, je dis un truc qui s'appelle start with, je crois, string rust starts with. OK, starts with, la fonction start with ici. Donc on va dire if name start with, on a dit departure. Donc si ça commence par ça, on fait result fois égal data.myTicket. Ouvrez index. Et on return result. Est-ce que ça compile? Oui. Est-ce que ça fonctionne? Ça, c'est une autre question. Ça me donne ce chiffre-là. Alors, j'aimerais bien juste voir un petit peu, faire un DBG avant de fields index. J'ai peut-être d'autres DBG qui se baladent, qu'on va enlever. Hop. Oh. Des fois, Rust nous embête un tout petit peu. Pourquoi ça bug? Parce que j'ai mis la référence après. Ok, donc là, le field index, on a les départures, c'est la ligne départure, c'est 13, 12, 17, 1 et 7. Et dans mon ticket à moi, ok, bon, c'est un peu, je pense que ça devrait être bon, hein, on va pas trop se prendre la tête, on va essayer de tester la valeur. Il n'y a pas de raison que ça bug, mais voilà, donc c'était bon. Donc voilà pour cette vidéo, elle nous a pris un petit peu de temps, mais c'était pas si compliqué. On a quand même un peu galéré avec Rust sur certaines choses, sur certains, vu qu'on a beaucoup de vecteurs, quand il y a beaucoup de vecteurs et beaucoup d'itérations, etc. Voilà, des fois c'est un peu compliqué avec Rust de lui dire le ref mut ici par exemple, j'aurais pas trouvé tout seul, mais heureusement les messages d'erreur nous guident finalement, même en comprenant pas trop ce que ça fait, ça fonctionne. Donc c'est le genre de choses où en force d'usage, je pense qu'on commence à comprendre, on commence à les mettre automatiquement. C'est un petit peu comme quand on fait un for, de toujours mettre l'esperluette ici avant. C'est quelque chose que j'ai pris un peu l'habitude de faire, parce qu'au début on m'avait dit, j'avais des erreurs qui me disaient qu'il fallait que je le mette, puis au fur et à mesure j'ai pris l'habitude. Donc le ref mut dans les sommes, peut-être que ça c'est quelque chose aussi que je vais prendre l'habitude au fur et à mesure si j'en utilise souvent. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2020.